dans le podcast Parlons des vraies affaires, le podcast où la santé mentale sort de l'ombre pour devenir un sujet de société, ouvertement, honnêtement et humainement. Dans chaque épisode, vous entendrez des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale partager leur histoire, leurs défis, leurs forces. Vous entendrez aussi des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs parler de leur propre équilibre mental, de leur haut et de leur bas, puis ce qu'ils mettent en place pour tenir le coup dans un monde qui va souvent trop vite. Ici, on tourne pas autour du pot, on jase vrai. On écoute, on apprend, on réalise qu'on est beaucoup plus connecté qu'on le pense. Des témoignages sincères, des réflexions qui résonnent et des conversations qui font du bien. Parce qu'on a tous une santé mentale et il est temps qu'on en parle, pour de vrai. Quand une personne vit avec des enjeux en santé mentale, ce n'est pas seulement elle qui est touchée, ses proches le sont aussi. Famille, amis, conjoints, tous doivent apprendre à composer avec une réalité bouleversante, souvent dans l'ombre et sans ressources. C'est ici que l'organisme Le Sillon entre en scène. Depuis plusieurs années, ils offrent un accompagnement psychosocial essentiel aux proches, les aidant à mieux comprendre, à mieux vivre et à mieux soutenir sans s'oublier soi-même. Aujourd'hui, on discute avec Maude du Sillon pour comprendre les défis que vivent ses proches. Bonjour Maude, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est super gentil. Merci d'avoir accepté. Vraiment. Ouais. Notre première question, comment ça va vraiment? Ah, OK. Ben, ça va bien. Ça va bien. Puis je me trouve chanceuse que ça aille bien. C'est déjà une bonne chose, hein? Très bonne Vous réponse. autres, comment ça va? Ça va bien Ça va aussi. bien. Ouais. Merci. Yes, parce que l'automne, c'est ça. Mais moi, ça me dérange pas, le changement de température. Non. La noirceur qui arrive. Non. Non, ça me va. Je suis tout le temps prête quand c'est rendu T'es à ça. prête à hiverner, là. Ouais. Ça change le beat, ça amène d'autres choses. Il y a Ben quelque chose oui. d'autre qui se crée. Ouais. Ben, vraiment. Comme on te l'a dit, on est super heureuse de te recevoir aujourd'hui. Oui. Puis on sait que tu travailles auprès de l'organisme Le Sillon, Oui. tu es travailleuse sociale. Oui. Exactement. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi Le Sillon? C'est quoi exactement les services ou le type d'accompagnement que vous offrez? Ben, en fait, on est un organisme qui vient en aide aux membres de l'entourage, aux proches, aux personnes significatives d'une personne qui a un trouble en santé mentale, diagnostiqué ou non, parce que ça arrive parfois qu'on a des personnes qui n'ont pas forcément de diagnostic, mais qu'on peut penser à la possibilité de. On n'est pas là non plus pour étiqueter ou donner un diagnostic. Ce n'est pas notre mandat du tout. Mais on va vraiment se fier à la relation, puis au niveau de la détresse de la personne qui nous est, dans le fond, que le proche va nous témoigner, une difficulté de fonctionnement. Fait qu'on va vraiment y aller en fonction de certains critères. Donc, on n'accepte pas n'importe quelle demande qui nous dit je pense que j'ai telle personne avec qui je ne m'entends pas bien, puis je suis sûre qu'elle a une maladie. On va quand même filtrer aussi en lien avec ce qu'on reçoit, puis notre analyse. Là. Fait qu'on va pas accepter tout, mais en même temps, le trouble de santé mentale, ça peut être quand même quelque chose de très large. Ouais. On peut inclure aussi là-dedans tout ce qui est trouble de substance, trouble de personnalité, enjeu de fonctionnement, je dirais. Ouais, on va en parler majeure. un petit peu plus Oui. tard aussi, les Tout à fait. différences. Puis, donc, l'entourage, c'est très large. Toute personne significative, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un frère, sœur, membre de la famille, ça peut être un ami aussi, ça peut être parfois un collègue de travail qui se... Tu sais, l'important, c'est que la personne se soucie sincèrement de la personne qui a un trouble. Donc, qu'il y a vraiment un intérêt au niveau affectif là, par rapport à cette personne-là, ou du moins qu'on sent que la personne s'en soucie. C'est très varié au niveau de l'offre qu'on va offrir. Au niveau individuel, on peut offrir vraiment un suivi individuel, que ce soit en couple ou familial. Ça peut être aussi par des groupes, les différentes structures qu'on va offrir au niveau des groupes, différentes thématiques, mais on est vraiment en fonction de ce que la personne nous demande, ce qu'elle souhaite. Puis on va offrir, le suivi individuel, c'est très, ça peut être sur du long terme parfois, parce que la relation fait en sorte que, au niveau du trouble, il y a des périodes où c'est plus difficile, des périodes où c'est plus facile. Donc, on va être là vraiment en fonction des besoins de la personne, où elle en est rendue et qu'est-ce qui se passe. C'est sûr l'idée, c'est de rester toujours centré sur notre mission. Donc, au niveau individuel, quand je parle d'enfants, on est vraiment dans des enfants qui ont un parent ou un proche qui doit être majeur. Donc, si on a un enfant qui se soucie de sa sœur ou son frère qui a 12-13 ans, là, on va plus se référer au CLSC à ce moment-là. Fait qu'il faut vraiment que la personne qui a un trouble soit majeure, donc 18 ans et plus. Au niveau des groupes, on a autant des formules groupes ouverts, style entraide, qui se fait souvent au journal avec une thématique générale,
Parfois, il y a des discussions, des fois des invités aussi, avec sous forme de souper aussi. Donc, il y a un aspect répit aussi à travers tout ça. Et aussi, il y a des groupes de discussion qui sont offerts souvent au bureau du Sillon, place 90 à Saint-Georges. On est situé à Saint-Georges, là, je ne l'ai pas dit, mais on va se déplacer sur le territoire de Nouvelle-Beauce, tout ce qui est Beauce-Centre, Etchemin aussi. Donc, on va vraiment couvrir un large territoire, on va se déplacer, mais nos groupes sont vraiment souvent offerts au Sillon, sauf le groupe d'entraide qui est au Journel à Saint-Joseph. Le groupe de discussion, c'est encore une fois sous forme de thématique, mais la personne doit vraiment se sentir plus, OK, là, ça me rejoint, c'est ma réalité, je veux m'inscrire. Et là, il y a vraiment une discussion plus personnalisée entre membres et avec une personne qui anime, une intervenante, souvent qui va amener une théorie. Puis après ça, il y a une discussion qui est amenée entre les personnes qui sont présentes. Il y a aussi des groupes plus psychoéducatifs. Ça, c'est vraiment... c'est un groupe fermé, c'est-à-dire que là, OK, il y a un nombre d'inscriptions, puis après ça, c'est toujours les mêmes personnes qui se représentent. Ça s'offre à peu près sur 3 jours intensifs, pas nécessairement 3 jours d'affilée, c'est sur 3 semaines souvent. Et là, on est vraiment plus dans des... Il y a un aspect théorique formatif, il y a un aspect aussi entraide à travers ça qui est offert. C'est intéressant, vraiment. Ouais. Comment ils font pour vous contacter? Oui, en fait, il y a différentes façons. C'est sur le site Internet, là, on ne voit pas en bas, là, mais c'est www.lesillon.com. Donc, on a un site Internet où est-ce les gens peuvent nous écrire avec il y a comme une adresse courriel pour Info Le Sillon. Ça peut être par Facebook aussi, on a une page Facebook. Ça peut être par téléphone. Parfois, ça peut être sous référence d'un intervenant, d'une personne qui nous connaît bien. On a aussi au niveau jeunesse un messenger jeunesse. Ah ouais? Oui, que là, c'est vraiment au niveau... l'objectif est principalement de prendre rendez-vous. C'est bon, comment ça va? Est-ce qu'on se voit bientôt? Puis on planifie les rendez-vous, ça sert surtout à ça. Ou envoyer les informations sur les groupes qui s'en viennent par rapport aux jeunes. Donc, on reste prudent, on ne fait pas d'intervention. Du moins, on avise les jeunes que ce ne sera pas cette formule-là parce qu'on n'est pas un service 24/7 non plus. Ouais, c'est ça. On transmet aussi notre adresse courriel là, quand on a un suivi plus officiel. On transmet parfois notre numéro de téléphone aussi. Donc, très accessible. Oui, c'est gratuit aussi. Oui, c'est gratuit. Et bien sûr, confidentiel comme tout service en relation d'aide. Oui, mais merci. C'est un beau résumé du service, mais un Ouais. très beau service qui est offert. Oui, vraiment. Dans toute Vraiment. la base de ce que je comprends. Oui, toute la base. Puis en fait, nous, le Sillon, on est plusieurs organismes à travers la province qui offrent ce mandat-là. On est représenté par Cap Santé Mentale là, qui couvre toute la province de Québec. Si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est vraiment Québec. Et ils représentent plein d'organismes qui ont la même mission que nous, mais sous différents titres. Là. Nous, c'est le Sillon, il y a la Boussole à Québec, il y a l'Ancre qui est à Montmagny, il y a le Contrevent à Lévis, il y a la Croisée à Thetford-Mines et nous, le Sillon. Donc, les 4 que je viens de nommer, les 4 derniers, on est vraiment en couvre toute Chaudière-Appalaches, toute la belle grande région. On fait 0,5 Chaudière-Appalaches. Quoi? En tout cas, on est dans Chaudière-Appalaches. On est dans Chaudière-Appalaches. Oui, fait qu'on couvre tout ça. Nos services, ce que je viens de nommer, c'est un peu la même chose dans les 4, mais avec chacun sa couleur, chacun sa particularité. Là. Mais ouais. Mais la vision et la mission, c'est la même. Oui, oui. Puis c'est ça, dans le fond, le Cap Santé Mentale reconnaît l'importance d'avoir de représenter les proches, les membres d'entourage, parce que les gens qui ont un trouble ou qui ont une détresse psychologique majeure, c'est tout l'entourage qui est impacté autour. Ça fait beaucoup de gens, finalement. Vraiment. Super. En tout cas, moi, j'en ai appris. Ah oui? Tantôt, tu parlais des différentes notions de santé mentale, des problématiques, des troubles, tout ça. Est-ce que tu voudrais nous en parler davantage, nous aider à les distinguer un petit peu? Oui. Puis, tu sais, sous toute réserve, là, on n'est pas psychiatre, on n'est pas, mais quand on fait des présentations, je n'ai pas nommé, mais au niveau jeunesse, on a quand même plusieurs services qu'on offre à travers ça, plusieurs branches, dont la sensibilisation qu'on fait dans les écoles secondaires, entre autres, aussi dans les organismes et dans toute personne qui serait intéressée à recevoir la présentation. On va sensibiliser sur les troubles de santé mentale et on va aborder ces concepts-là de santé mentale, problèmes de santé mentale, troubles de santé mentale ou maladie mentale, qui est la même chose. Donc, on va l'expliquer d'une façon pour faire en sorte que les gens puissent se démêler. Et santé mentale, on en a tous une, comme on a tous une santé physique.
L'idée, tout le monde dans la vie veut être heureux. Hein. Comment on prend soin de notre santé mentale, c'est propre à chacun, mais c'est la capacité de ressentir les choses, de percevoir les choses, d'agir, d'être en relation avec les autres. Donc, tout ça fait partie de la santé mentale avec plein de particularités. Quand on parle d'un problème de santé mentale, la façon qu'on l'explique, c'est un problème qui a un impact sur notre santé mentale. Donc, tout événement de vie qu'on va vivre difficile, tout le monde dans la vie va faire face à un événement difficile. Il y en a qui vont en vivre plus que d'autres. Ça va varier, mais ce que ça fait, c'est que ça fragilise notre santé mentale. Ça vient déstabiliser un peu notre bien-être, si on veut, mais l'idée, c'est que c'est court terme, c'est passager, ça finit par passer. Puis à un moment donné, on retrouve un certain équilibre. Ça peut être comme des séparations. Séparation, un deuil, un événement, un choc, un accident. Ça peut être un burn-out, des fois. On peut faire un burn-out sans forcément avoir de troubles de santé mentale. Parfois oui, parfois non, mais c'est pas un indicateur. À lui seul, ce n'est pas un indicateur. Ça peut être des conflits, ça peut être l'intimidation, toute situation qui peut être difficile finalement, là, puis qui peut fragiliser notre santé mentale. Puis quand je dis que ça passe, ça finit par passer, il n'y a pas de temps prédéterminé non plus. Ça peut prendre 1 an des fois, ça peut prendre un certain temps, puis certaines personnes peuvent parfois nécessiter un suivi et ou une médication. Puis après ça, après un certain temps, quand ça va mieux, la personne peut décider d'arrêter la médication et retrouve son fonctionnement antérieur. Pour ceux qu'on dit que c'est temporaire. C'est temporaire, c'est transitoire, c'est ça. Donc, souvent, ce qu'on veut surtout nommer, c'est que c'est pas parce que tu prends une médication et ou que tu as un suivi que tu as automatiquement un trouble de santé mentale. Parfois oui, parfois non. C'est tellement large, il y a tellement de possibilités. Donc, voilà pour le problème qui a un impact sur notre santé mentale. Puis j'inclus là-dedans tout ce qui est anxiété, déprime. Quand on parle de la dépression, il y a un continuum. Quand on parle d'anxiété, il y a un continuum aussi. Puis mettons, je me tourne plus vers le trouble de santé mentale ou maladie mentale, là, on est vraiment plus face à un débalancement au niveau des neurotransmetteurs. Il y a quelque chose au niveau chimique, au niveau du cerveau, puis qui impacte de façon sévère le fonctionnement. De façon quand même assez plus long terme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une détresse psychologique qui a un impact sur les perceptions, les comportements, le jugement aussi, qui n'a aucun rapport avec l'intelligence, qui n'a aucun rapport avec la compréhension, mais c'est plus au niveau du jugement ou de la façon dont on perçoit les choses. On ressent les émotions aussi, qui est très, très intense. Puis il y a une difficulté de fonctionnement majeure. Puis, quand je parlais de la médication suivie, souvent si la personne cesse sa médication, les symptômes reviennent. Donc là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose de plus chronique. Mais encore là, avec prudence, parce qu'on n'est pas psychiatre, puis c'est tellement quelque chose qui peut être discuté aussi, parce qu'il y a tout le temps des exceptions, des situations. On ne peut pas tout résumer, là, mais reste que la maladie mentale ou le trouble de santé mentale, il y a vraiment une détresse majeure psychologique. Et ça doit être obligatoirement diagnostiqué par un psychiatre ou un médecin spécialisé. Donc, on ne peut pas dire « toi, tu es bipolaire » ou « toi, ça ne marche pas comme ça ». Heureusement. Oui, mais c'est ça, mais des fois, il y a des préjugés où il y a les gens vont s'auto-diagnostiquer pour comme le TDAH. Là, on entend souvent « moi, je suis TDAH ». Oui, c'est ça. C'est correct, mais en même temps, des fois, pour la personne qui a réellement ce trouble-là, des fois, ça peut affecter aussi, j'imagine. Puis, ce que j'aime aussi poser comme question aux jeunes, c'est pensez-vous qu'on peut avoir une bonne santé mentale même si on a un trouble de santé mentale? Puis là, je trouve ça le fun parce que les jeunes sont quand même très, très allumés. Puis oui, puis effectivement, on peut avoir une bonne santé mentale même si on a un trouble. C'est sûr qu'au départ, il y a quand même un ajustement. C'est juste de réaliser qu'on est souffrant, qu'on ne va pas bien. Ça peut prendre un certain temps. Ensuite, est-ce que je vais chercher de l'aide ou pas? Comment je m'y prends? Puis ensuite, une fois que là, je réalise puis que je vais chercher de l'aide, apprendre à apprivoiser les symptômes, comprendre, réajuster tout ça, ça peut prendre un certain temps, mais au bout du compte, tu peux retrouver un équilibre dans ta vie. Je connais des gens qui prennent des antidépresseurs depuis toujours, puis qui en ont besoin, puis qui fonctionnent, puis que tout se passe bien. Donc, c'est pas nécessairement gage de malheur, mais c'est sûr que ça a quand même son lot de ça laisse une petite fragilité qu'il faut prendre en considération. Oui, tout à fait. Puis des fois, il y a la personnalité aussi qui va jouer en ligne de compte. On a tous une personnalité, donc ça peut jouer.
Donc, voilà. Puis, c'est ça, comme je disais, c'est pas, ça n'a pas d'impact avec l'intelligence ou le quotient intellectuel. Donc, on n'est pas en. La maladie mentale, ce n'est pas de la déficience intellectuelle, c'est pas un TDAH non plus. On est plus dans le trouble neurodéveloppemental, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas TSA non plus, c'est pas un trouble du spectre de l'autisme ni tout ce qui est dans ce domaine-là. Donc, des fois, c'est ça, on reçoit des demandes à ce niveau-là où est-ce qu'il y a comme un double diagnostic à la fois trouble de santé mentale et DI. Là, on est plus limité, puis c'est pas parce qu'on veut être rigide, là, mais c'est plus parce que ça prend quand même une expertise au niveau de la déficience intellectuelle qu'on n'a pas forcément. Puis on pourrait mal guider l'entourage. On vit la même chose, puis on est un peu comme vous aussi. Ah ouais? Ouais. Mais on est spécialisé en santé mentale, fait qu'on s'assure que ce soit comme le diagnostic. L'enjeu principal. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'à un moment donné, on a chacun nos spécialités, puis chaque personne a les enjeux différents. Fait que pour bien accompagner, on a décidé de choisir. C'est ça. C'est ça. Puis je pense qu'il y a des services pour les gens qui ont une DI, mais c'est sûr, au niveau de l'entourage, les proches, je ne sais pas là, à quel point ils peuvent supporter, guider. Je ne sais pas, je sais que ça se parle. Là, oui, mais... je pense que c'est un besoin. J'ai l'impression que c'est un besoin. Oui, mais vraiment, parce que vous avez des demandes. C'est sûr qu'il y a un besoin. Oui, puis au niveau du réseau, ils font ce qu'ils peuvent parce qu'eux, ils ont la personne qui a le trouble, ils ont l'entourage. Mais ça reste complexe aussi là, de faire les deux parfois. Là. Oui. Je pense que ça serait bon que ça existe. Vraiment. Puis merci pour ta belle description des notions en santé mentale. Je trouve que c'est important justement de tracer la ligne entre ces différentes notions-là. C'est vraiment méconnu. Là. Oui, bien, ça peut être confondu. Puis, c'est sûr que parler de troubles ou de maladie mentale, parfois, ça peut être un frein aussi. Il y en a qui peuvent dire, moi, j'ai un problème de santé mentale. En parlant d'un trouble, c'est correct, on n'est pas là non plus pour... c'est plus pour vraiment s'assurer de bien distinguer. Puis, on peut tous se retrouver dans toutes ces catégories-là. On n'est pas à l'abri de vivre une problématique de santé mentale dans notre vie. Là. Non, c'est ça. C'est pas une personne sur 4 ou 5, justement, qui dans sa vie va vivre un enjeu. Puis, maintenant, on est plus dans le 1 sur 3 qui va développer un trouble incluant les troubles de personnalité, les troubles de substance. Là, au niveau de l'impact et tout ça, ça peut varier, mais il reste que, tu sais, 1 sur 3. On est 3. C'est ça. Puis, ça fait partie de la réalité humaine. Il y a aussi tout l'entourage aussi. Imaginez, une personne qui souffre, ça fait beaucoup de monde autour aussi qui est impliqué. Fait que, on fait face. On dirait que tout le monde est touché finalement par ça. Puis souvent, c'est vrai qu'en tant que proche, on ne sait pas comment agir. Non. Puis, tu sais, on n'est plus dans l'empathie, on est dans la sympathie quand c'est nos proches. Oui, absolument, c'est sûr. C'est sûr. Même si on est intervenant, on vit ça dans notre vie personnelle, c'est une autre histoire. On ne devient plus des bons intervenants quand on est dans c'est ça. Bon, on a des connaissances, mais des fois, ça peut nous... ça peut pas nuire, mais des fois, ça peut influencer une certaine attitude. Là. Oui. C'est parce que les émotions qu'on vit ne sont pas les mêmes non plus. Parce que quand c'est quelqu'un proche de toi, des fois, c'est plus dur d'être rationnel. Là. Oui. Mais en même temps, tu sais, quand ça peut arriver, mettons qu'on a des gens qui ont quand même une connaissance dans le domaine à la base puis qui consultent personnellement, ils ont quand même un bon bout de chemin de fait au niveau de, tu sais, je sais un peu à quoi m'attendre, ou je comprends un peu le système déjà, fait que c'est déjà un bon bout de chemin de fait, là. Parce que reste que de comprendre tout cet univers-là, c'est pas simple, surtout quand il y a de la grosse détresse à travers ça. Là. C'est pas facile d'avoir de l'aide non plus. Non plus. Au niveau de la personne qui est en détresse. Même les proches. Les proches, souvent, ils essayent d'aider, mais là, la personne n'est pas capable d'avoir de l'aide, fait que là, ils se sentent impuissants. Puis... Oui, absolument. C'est ça. Fait que nous, on reçoit ça, puis on reçoit cette détresse-là, cette souffrance-là de différentes façons, mais tout aussi valide qu'elle soit amenée en colère, qu'en peine, quand on reçoit toutes sortes d'états, c'est correct. Ouais, mais normal. justement, c'est quoi les principaux besoins, les principaux défis des proches? Bien, c'est sûr que un principal que je vois là, puis qui m'apparaît quand que je me suis fait poser la question, c'est toute la notion d'impuissance. On a du pouvoir sur nous, pas sur l'autre, pas sur la vie, nécessairement où ce qui va arriver. Fait que c'est certain que ça fait partie intégrante des réalités. Cette impuissance-là va être vécue différemment d'une personne à l'autre aussi.
Comment notre impuissance, comment on la vit chacun, tous et chacun. Il y en a qui vont être plus en mesure de l'absorber, d'autres que c'est comme très inconfortable. Fait que là, quand on parle de on s'en fait pour quelqu'un, c'est sûr que dans le mot proche, il y a plein de définitions, il y a plein de possibilités. Être proche, pour moi, c'est toute personne significative qui a un lien affectif, naturel, dans le sens que il y a vraiment un souci qui est fort et présent. Ouais, parce que ça veut pas dire... des fois, il y en a qui ont été élevés par, mettons, leurs grands-parents. Les grands-parents peuvent être plus un proche que les propres parents. Absolument. Oui, ben oui. Oui, le souci est là. Puis des fois, ben, c'est pas toujours facile de réaliser, mon proche a peut-être un trouble de santé mentale. Il faut quand même avoir cette réflexion-là. C'est encore méconnu. Ben oui. Puis peut-être que des fois, les gens se disent, vu que j'ai pas de diagnostic, je ne vais pas oser aller là. Des fois, c'est de réaliser que ça peut être admissible. Puis aux séances on va vraiment accepter, quand il y a une personne qui s'en fait pour quelqu'un d'autre puis qu'on a vraiment des éléments qui s'apparentent à, on va être très réceptif, quitte à ce qu'on prenne 2-3 rencontres, puis si on voit que ça ne fonctionne pas, on réfère. Là, on va plus dire oui que non, à moins vraiment, comme je disais, qu'on a vraiment un diagnostic officiel de DI ou quelque chose que là, on est comme là, on le sait qu'on ne sera pas aidant, ou un trouble cognitif, là, Alzheimer, on sait qu'on va être limité, mais autrement, on va quand même être très accueillant là-dedans. Donc, oui, beaucoup d'impuissance. Cette impuissance-là, comme je disais, comment la personne va arriver à la gérer, ça va varier beaucoup. Puis l'inquiétude est tellement forte que c'est dur pour ces gens-là de se dire, peut-être qu'il faut que je prenne du recul puis que je responsabilise ou que je mette des limites. Parce que de juste penser à ça, ça veut dire, est-ce que j'abandonne mon proche? Est-ce que je le rejette? Puis là, dépendamment de la relation aussi, des fois, il y a des relations très fusionnelles ou très... qui est saine, mais en même temps pas tant que ça. On peut penser à toutes sortes de situations. Fait que là, le proche, à quelque part, s'il se dit, là, si j'arrête de faire ça, là, ça va mal aller. Il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup d'inquiétude. Fait que ça dépend. Il y a tellement de scénarios possibles quand on reçoit les gens. On peut vraiment passer d'une situation de crise où est-ce qu'il y a vraiment une inquiétude réelle pour la sécurité de la personne ou des autres versus une personne qui est comme dans une dynamique cristallisée, qui est là depuis longtemps, puis que là, OK, je suis plus capable, il faut que ça arrête. Fait que, l'impuissance va vraiment avoir plusieurs visages. Ouais. C'est très, très varié. D'autres défis, mettre des limites, tout ce qui concerne la responsabilisation. Même si la personne est en souffrance, la personne est maître de sa vie, c'est elle qui décide de ce qu'elle veut, puis ce qu'elle accepte, puis c'est correct. Mais pour l'entourage, qui n'est pas toujours au même stade ou rendu à la même étape ou qui voit plus loin parfois, c'est de respecter ce rythme-là que l'autre a, qui est important, même s'il n'est pas toujours facile à comprendre, en lien avec les lois, en lien avec... Puis si la personne qui prend ses propres décisions, ça lui donne plus de pouvoir d'agir, ça lui donne plus de confiance, puis ça lui fait réaliser, j'ai du pouvoir sur ma vie, puis c'est moi qui décide si je vais chercher de l'aide ou non. Ouais. Mais quand on fait face aux proches, là, c'est ça, il y a beaucoup de limites par rapport à ce qu'eux peuvent faire. Fait que le soutien, c'est d'arriver à créer un équilibre entre j'offre du soutien, je mets mes limites, puis en même temps, je responsabilise. Fait que c'est comme une espèce d'amalgame de tout ça ensemble. C'est pas facile, là. C'est pas facile. Ces gens-là aussi ont un autre besoin, d'être reconnus puis considérés aussi par tout le grand système là, qui est là pour aider les personnes en détresse. On sait que, au niveau de la confidentialité, c'est correct quand on a une personne qui refuse que l'entourage soit au courant de ce qu'il vit ou soit au courant de ses suivis ou quoi que ce soit, c'est correct, puis c'est un droit, puis parfois c'est correct aussi, parce que des fois, les proches ne sont pas toujours aidants. Des fois, ils n'ont pas toujours la bonne attitude, mais outre ça, il y a quand même de l'inquiétude puis de l'impuissance, mais reste que quand on fait face à un réseau qui est présent, soutenant, aidant, puis que la personne en souffrance apprécie ce support-là, ou du moins a besoin de cet entourage-là, d'être considéré dans le processus de rétablissement, là, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je ne suis pas au courant de rien, ils m'ont pas dit. Puis ça va vite, on le sait, les gens n'ont pas toujours le temps, mais ils ont besoin de cette considération-là. Quand ils appellent chez nous, ils reçoivent ça, du moins. Là.
Parfois, on peut faire du travail en collaboration aussi avec le réseau. Puis c'est pas que le réseau s'en fout, il y a toutes sortes d'enjeux qui fait que c'est pas toujours simple, mais en étant considéré, les membres d'entourage peuvent encore plus aider, puis ils participent clairement à un processus de rétablissement pour la personne qui a un trouble. On a besoin d'entourage. On en a besoin, surtout quand il est significatif et aidant. Parce que c'est pas toutes les personnes qui ont un trouble qui ont un membre d'entourage dans sa vie. Il y en a qui sont seuls. Puis quand ils ont la chance d'être entourés, si ces gens-là sont aidants et bienveillants, ça peut faire une grande différence. Puis on a besoin d'entourage, mais l'entourage est disponible. Pour qu'ils soient disponibles, ils doivent prendre soin d'eux avant aussi. Oui, absolument. Fait que, c'est complexe. Ça me fait penser à une autre chose que je n'ai pas nommée, mais un défi qui peut paraître simple, mais qui ne l'est vraiment pas, c'est reconnaître ses propres besoins comme membre de l'entourage. On est souvent tourné vers l'autre, tout le temps en train de penser à ce qui serait bien pour l'autre. Ça envahit l'esprit, là, ça envahit vraiment le quotidien parce qu'il y a une grande détresse associée à ça. Puis la détresse, le proche le vit. Donc, c'est quoi mes besoins, moi? Puis souvent, c'est quelque chose, une dynamique qui est là depuis longtemps. Fait que c'est pas simple de prendre soin de soi là-dedans. Puis parfois, ça peut vouloir dire, je pense pas à l'autre ou je me sens égoïste parce que moi, j'ai les moyens de penser à moi, pas mon proche. Là, je suis habituée de donner pour l'autre. C'est du long terme. C'est pas simple. Il faut essayer de voir ça à long terme. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment une espèce d'ensemble de, soutien, bonne connaissance du trouble aussi, parce qu'on est là, des fois, la personne ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, il y a des comportements que la personne qui a le trouble va avoir, que le proche va parfois avoir parfois un jugement sévère ou pas assez. Puis on est là vraiment pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir une dépression majeure, qu'est-ce que ça veut dire avoir une schizophrénie. En gros, il y a des particularités tout le temps. Donc, on est là aussi pour enseigner. Donc, puis d'avoir une communication efficace aussi. Je dirais que c'est des grands défis qu'on aborde souvent. Quand on fait face à un enfant, là, il y a d'autres enjeux. C'est sûr que l'enfant a toujours grandi là-dedans quand il s'agit du parent, ou du moins que ça fait longtemps. Fait qu'on est dans autre chose qui est complexe aussi, là, puis qui demande l'idée, c'est, on n'est pas là pour parler contre le parent, puis l'idée, c'est d'arriver à ce que l'enfant ne se sente pas coupable, parce que la culpabilité qui est vécue par tous les proches, mais parfois aussi par l'enfant qui ne comprend pas nécessairement que c'est pas de ta faute à toi. C'est ça, il y a beaucoup de charges là, sur les épaules qui peuvent se mettre. C'est pas toujours facile pour eux de le reconnaître ou de le nommer avec des mots. Puis les enfants, on dirait qu'ils ont, dans ces situations-là, ils ont envie de se parentifier, justement, puis prendre le rôle de parent, mais ça peut arriver. Ça leur appartient pas. Non, c'est ça. Des fois, c'est une inversion des rôles. Je prends les responsabilités parce que mon père, ma mère n'est pas en mesure de le faire pour le moment. Ils ont une grande capacité d'adaptation. C'est ça, il y a beaucoup de force qu'on voit, parce qu'on a des jeunes, on commence à l'âge de 10 ans, je n'ai pas dit en début, mais on commence les suivis pour les enfants de 10 ans, puis ça peut aller jusqu'à 17, 29, là, on a vraiment volet jeunesse, volet jeune adulte et adulte, donc tout ce qui est jeune à partir de 10 ans. Des fois, on voit une belle évolution, on voit que les besoins changent ou s'adaptent en fonction de l'âge de l'enfant. Des fois, il y a de la fratrie aussi au travers. Puis on leur offre des activités du répit aussi à ces jeunes-là, adaptées à leur réalité. C'est ça. C'est super intéressant de savoir ça. Surtout 10 ans, je ne savais pas, moi non plus. Oui, à partir de 10 ans. Puis c'est sûr que là, au niveau légal, ça prend l'autorisation des deux parents. Peu importe que la garde complète soit chez maman ou papa, là, ça prend quand même... nous, on veut juste s'assurer que le parent qui a un trouble ou qui a des enjeux de santé mentale sévères ne nous voit pas comme une menace ou comme une rivale à son lien affectif qui est hyper important. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas aidant de parler contre le parent, un enfant, de toute façon, mais tu sais, des fois, ça peut être des peurs qui ont. Fait que ça reste quelque chose qu'on veut démystifier. Puis l'idée, c'est ton enfant a besoin de comprendre. Tu sais, il y a des mots qu'on peut nommer. Tu sais, l'enfant a besoin de comprendre avec des mots clairs, adaptés à son âge. Mais de cacher l'info ou d'essayer de le préserver, ça peut nuire finalement. Fait que, on va servir de guide aussi par rapport à ça. Puis on parle beaucoup des proches. Est-ce qu'il y a des mythes ou des idées préconçues par rapport aux proches que vous aimeriez déconstruire? Celui que je viens de nommer, ne serait-ce que, que la personne qui a un trouble va penser qu'on va parler contre lui ou qu'on va nuire à la relation. C'est sûr que s'il y a une dynamique
de prise en charge qui convient aux deux, ben, puis que le proche est très épuisé, on va encourager de prendre une distance, mettre des limites, mais tu sais, notre objectif, c'est pas on veut scraper la relation, on veut surtout qu'il y ait un équilibre sain entre les deux personnes, puis au bout du compte, mettre des limites, c'est utile à l'autre qui va probablement prendre plus de décisions pour son bien-être, puis réaliser que crime, tu sais, je m'en sors, je suis capable de prendre du pouvoir sur ma vie. Aussi. On veut pas que l'autre s'épuise, puis on veut pas. Puis c'est quand il y a une espèce de prise en charge, ben la personne se laisse prendre en charge. Il peut avoir un certain plaisir là-dessus, un certain bénéfice, mais c'est pas du tout aidant ni pour un ni pour l'autre. Donc, c'est ça, ce mythe-là de ben, ils vont parler contre nous, ils sont contre nous. Non, pas forcément. Puis des fois, on est là pour aider la personne en détresse à ce que son proche comprenne réellement ce qu'il vit, puis ce qu'il ressent, puis ce qu'il a de besoin. Puis si ton fils te demande d'arrêter de l'appeler ou d'arrêter de demander s'il a pris ses médicaments, c'est parce que ça nuit à tel aspect. Fait que de se le faire dire par une personne extérieure, ça peut être parfois aidant. Là, fait qu'on on peut les aider aussi là, à travers notre Le proche ne fait pas ça pour faire chier, il fait ça parce qu'il sait que ça va t'apporter du bien. Oui, c'est ça. Mais on est là aussi pour, c'est ça, les aider à prendre du recul sur la dynamique relationnelle qui est parfois malsaine, de part et d'autre. Fait qu'il y aurait ce mythe-là. Il y aurait aussi, ben, tu sais, l'espèce de, ben, c'est plus impliquant être un proche aidant d'une personne qui a une déficience physique ou une personne âgée, une personne qui a un trouble en santé mentale. Tu sais, des fois, on peut avoir... Tu sais, c'est pas simple nécessairement dans la croyance populaire de penser que les proches d'une personne qui a un trouble en santé mentale, c'est des proches aidants. Parce que le mot proche aidant, il est large. Puis c'est pas toujours simple non plus pour eux de s'identifier comme tel, proche aidant. Mais tu sais, une des réalités particulière aux proches qui ont une personne avec un trouble de santé mentale, c'est toute la notion d'imprévisibilité et d'instabilité. Il y a toujours une... C'est rarement un long fleuve tranquille. Je ne dis pas que les proches aidants qui sont auprès des personnes âgées, c'est la même chose, c'est tranquille, là, pas du tout. C'est différent, en fait. C'est une autre façon d'aider, mais le soutien, il varie. Il y a souvent une façon de s'adapter, de se réajuster. Il y a toute la notion de détresse psychologique. Parfois, la détresse est tellement forte et intense que les comportements dommageables sont extrêmes. Et là, quand on se met dans la peau de la personne qui se soucie de l'autre, l'inquiétude, elle est extrême parfois parce qu'on va se retrouver avec des situations où il y a de l'itinérance, où il y a de la toxicomanie sévère, des hospitalisations à répétition avec un réel risque là, pour la santé. Donc, on est vraiment face à de la grande imprévisibilité quand on est un proche aidant avec une personne qui a un trouble. Donc, c'est différent. C'est pas moins, c'est autre chose. Ça serait un autre mythe. Puis un autre qui me vient aussi, ben, tu sais, un enfant peut être un proche aidant aussi. Puis ça, souvent, tu sais, c'est pas nécessairement un proche aidant, mais ça peut l'être. Puis ça, ben, c'est dur pour le jeune de se reconnaître comme tel. Puis c'est correct, il n'est pas obligé non plus, mais ça reste que le jeune va se soucier de son proche, souvent parent, va avoir... son état d'esprit va être très, très centré sur le bien-être de la personne qu'il aime, finalement. Puis peut faire des tâches, peut adapter sa propre vie pour aider la famille, fait qu'il y a une notion d'être là pour l'autre, donc d'aider, d'être un proche aidant. Oui, puis si tu avais un ou des conseils à donner à justement un proche qui s'en vient dépasser, qui se sent impuissant, ce serait le ou lequel? C'est rare qu'ils viennent nous consulter quand ils commencent à se sentir dépassés. Ils sont déjà rendus là. C'est pas mal rendu extrême souvent. C'est certain que cette intensité-là, quand ça va vraiment mal, c'est là où ils se disent « OK, là, j'en peux plus, il faut qu'il se passe quelque chose. » Puis c'est le propre à l'être humain. Là. Oui. Tout le monde dans la vie, c'est rare qu'on consulte en amont, ce qui serait vraiment une bonne chose parce que souvent, ça peut apaiser plus rapidement. Puis on est plus disponible psychologiquement aussi. En même temps, est-ce qu'on se ferait prendre en charge si on consulter en amont? Oui, c'est sûr. Ben, ça dépend de l'attitude de la personne. Je pense que c'est ça aussi la crainte des gens de comme j'ai pas l'air malade, j'ai pas l'air d'avoir besoin d'aide. Même si j'y vais, ils me prendront pas en considération. Oui, ça peut être un préjugé tout à fait. Là, mon problème n'est pas assez important, je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. Tout ça, oui, absolument. Puis c'est normal aussi, l'être humain veut comme juste réaliser que ça va pas, puis
naturellement, la personne va essayer des choses, va Ouais, mettre par en place soi-même, des oui, choses, oui. puis c'est normal. En Ouais. fait, c'est bon de faire ça. Mais quand ils consultent chez nous, c'est rare que on est dans je commence à me sentir dépassée, mais Ouais. ça arrive aussi, tu sais, on a de tout, là, mais souvent, on reçoit là, la grande détresse, fait qu'on est là pour recevoir. Parfois, on a des gens qui vont dire, là, je veux que, là, on m'a dit que je pouvais faire hospitaliser mon proche, tu sais, parce que je n'ai pas parlé, là, mais c'est parce que c'est rare qu'on va quand même aller compléter une démarche comme ça, mais on fait des accompagnements pour les requêtes d'évaluation psychiatrique. Donc, quand on a une situation où est-ce qu'on a réellement des faits qui démontrent une dangerosité, on peut accompagner la famille à compléter un document là, pour aller devant le juge et faire hospitaliser son proche contre son gré. Mais on est vraiment dans des mesures d'exception, puis on ne va pas encourager ça, même si la personne nous demande ça au téléphone. Très rare qu'on a ce qu'il faut. C'est pas magique non plus, cette mesure-là, qui est très... qui oblige une personne à aller à l'hôpital, mais une fois rendue à l'hôpital, ben là, c'est entre les mains du psychiatre. Et c'est ça. Donc, ça ne va pas forcément amener un résultat attendu ou souhaité, mais ça peut parfois être extrêmement bénéfique et aidant. Donc, on est vraiment prudent sur cette mesure-là. Mais c'est ça, souvent, on reçoit des demandes comme ça, puis on doit un peu péter la ballonne, comme on dit. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que pour différentes raisons, c'est pas nécessairement ce qui va fonctionner ou on n'est pas nécessairement rendu là. Donc, si on fait face à quelqu'un qui commence, je dirais, ben, venez donc voir, venez donc consulter, juste voir qu'est-ce qu'on offre comme service, quitte à prendre de la documentation, quitte à fouiller sur notre site Internet, faire de la lecture, puis, tu sais, juste prendre l'information simplement. Tu n'es pas obligé de t'impliquer, puis c'est pas quelque chose c'est pas un contrat qu'on signe de là, si tu viens, il faut que tu reviennes 2 semaines après, sinon on ferme. Il n'y a pas de ça. Donc, c'est ça, de commencer, c'est ça, de ne pas hésiter à parler de ce qui se passe. Puis, ben, c'est ça, quand on fait face à de la grande détresse, quand le sentiment de dépassement est extrême, ben, c'est sûr que là, la capacité à réfléchir sur des stratégies, à prendre du recul, à voir les perspectives, ben là, c'est plus limité parce que quand on est en détresse, ben, on a notre capacité à réfléchir ou à entrevoir ce qui est possible, c'est plus dur, c'est plus difficile. C'est un bon conseil, merci. Puis pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent sur le rôle des proches puis l'importance des soutenir? Bien, c'est sûr, quand on parle de proches aidants, c'est très large. Tu sais, la proche aidante, c'est une communauté qui est large et un peu partout. Tu sais, c'est que c'est d'où autant plus important d'apporter un support aux proches qu'à la personne en détresse parce que le proche est là pour la personne en détresse. Puis on a besoin de ces gens-là, ne serait-ce que pour le maintien de la santé mentale collective. On peut tous basculer aussi d'aidant à personne qui a besoin. Fait que c'est de considérer ces personnes-là comme vraiment partie prenante du processus de rétablissement de la personne en détresse. Ils sont aux premières loges aussi. Hein, c'est tout le temps eux qui sont souvent les premiers témoins de la détresse ou de la souffrance. Donc, c'est certain que ces gens-là, ils ont une connaissance très, très particulière et personnalisée de la personne en détresse. Donc, c'est de l'information hyper riche et hyper importante pour le réseau de soutien, le système de santé, du moins, ou tous les organismes qui aident les personnes qui ont un trouble en santé mentale. Donc, l'entourage est vraiment, a souvent un discours très crédible et très, très personnalisé, subjectif, que personne d'autre peut nécessairement savoir. Fait que c'est ça, quand on fait face à quelqu'un qui est vraiment aidant et bienveillant, puis que la personne en détresse accepte que l'entourage soit impliqué, ben c'est super important, mais il faut soutenir ces gens-là aussi. Parce que si on ne les aide pas, ben, eux aussi peuvent se retrouver de l'autre côté, finalement. Là. Je veux dire, la santé mentale, on en a tous une. Fait qu'une personne qui est là pour l'autre, puis qui se dédie à l'autre, ben, peut aussi être finalement fragile et vulnérable, puis peut ne plus pouvoir aider, finalement. Comme une santé physique, il faut en prendre soin. Hein? Exactement. La santé, oui, c'est ça. Puis, tu sais,
En santé physique, on peut tous avoir des diagnostics de santé physique, mais avoir des habitudes de vie saines et prendre soin de notre santé. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça, on est un peu dans le même régime. Bon parallèle, c'est un bon Ouais. parallèle, ça. J'avais jamais entendu, je trouve ça Ben, intéressant. Tu sais, c'est ça. Mais, on donne l'exemple de Max Domi, qui est un joueur de hockey. Ouais. Là. Lui, il est diabétique, tu sais, puis il est plus en santé que toutes nous autres ici. Là. Exactement. Mais il y a un trouble de santé physique. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas forcément. Fait que c'est la même chose avec la maladie mentale. Finalement, Ouais. c'est pas tout le temps. C'est juste encore beaucoup tabou, Ouais, la santé, ben, ouais. maladie mentale, trouble de santé mentale. Oui. Puis même la santé mentale tout court, on en a entendu un petit peu plus parler avec le COVID, mais C'est sûr, ça a augmenté. De ce que j'en ai entendu, ça a augmenté le nombre de personnes qui ont développé un trouble, là, finalement, là, au niveau de l'anxiété, au niveau symptômes dépressifs. Tu sais, ça a basculé la vie de bien des gens là, à différentes sphères, là, que ce soit au travail, au personnel, au familial, au financière. Ça a vraiment amené une détresse. Vraiment. Ouais. Et petit à petit, on déconstruit ces tabous-là. Je pense qu'on s'en va vers un monde d'ouverture. En tout cas, on le souhaite. Oui, oui, mais tu sais, en tout cas, moi, je le vois pour vrai dans les écoles, quand je sensibilise, il y a de moins en moins de malaise ou de on va niaiser avec ça. Hein. Tu sais, ça niaise moins. Je trouve que c'est plus sérieux, c'est plus mature. Ça, je trouve ça vraiment encourageant. Ben oui, vraiment. Oui, vraiment. Fait que ça, là-dessus, on le voit. En tout cas, beaucoup auprès des jeunes. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Parce qu'en parler, c'est déjà faire un pas vers le mieux. On se retrouve très bientôt pour d'autres vraies affaires.